Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Soyez les bienvenus sur Europe 1, 11h, 13h, c'est Pascal Praud et vous, votre émission où vous réagissez et témoignez en appelant le 01 80 20 39 21, Pascal. Quelle joie de recevoir avec nous Franz-Olivier Gisbert, bonjour. Bonjour Pascal Praud. Vous publiez le 3e tome, Histoire intime de la 5e République, qui est une sorte de page-turner, comme on dit. C'est-à-dire que lorsqu'on a commencé le livre, on ne peut pas l'arrêter. Je connais des gens qui l'ont lu toute la nuit et qui ont des insomnies à cause de vous. Tragédie française, c'est chez Gallimard et c'est une galerie de portraits, parfois d'anecdotes, d'analyses qui sont absolument formidables. Et pour donner le ton de ce que vous écrivez et surtout comment vous écrivez, je voudrais lire ces quelques pages, ces quelques lignes que vous écrivez sur Laurent Fabius. Le pouvoir finit toujours par révéler la vérité des âmes. Il a embelli les visages du général de Gaulle, Giscard, Mitterrand, Chirac. Je n'en dirai pas autant de celui de Laurent Fabius. Où sont passées sa grâce, son insouciance? À la fin des années 70, c'était un Apollon armé de lumière qui envoûtait son monde. Après avoir été si beau, il commence à tourner à la momie avec ses yeux morts. Quand Fabius pense, on dirait que comme le baron de Nucingen, il est en pleine digestion. Il pense pauvre et parle plat. Sans doute Fabius a-t-il beaucoup souffert en observant le petit Emmanuel, son jeune clone, avec ses propres méthodes, à se faire élire 2 fois de suite à la présidence de la République. C'est terrible parce que... Pourquoi c'est terrible? C'est cruel et c'est sans doute vrai. Oui, c'est cruel et d'ailleurs, quand on a écrit ça, on est toujours un peu gêné. Vous voyez? Non, mais c'est vrai. Oui, vous pouvez ne pas le publier. Figurez-vous que ça a été un peu raturé, un peu corrigé. Y compris par mon éditeur aussi, qui me disait tu enlèves ça et ça. J'ai donc coupé des phrases. Mais je pense que c'est aussi la réalité. C'est-à-dire quand vous écrivez un livre comme ça, vous vous engagez complètement. Bon, c'est Histoire intime, c'est le titre aussi, Histoire intime, la 5e. Ça veut dire, évidemment, je parle aussi de moi, je parle de choses, par exemple, même j'étais gêné, j'ai écrit un chapitre sur la mort de ma mère. Bon, c'est terriblement intime, parce qu'évidemment, la mort d'une mère, quoi, pour un garçon, j'étais encore très jeune, ça, comment dire, on se dit, mais est-ce qu'on va survivre à ça quand on voit le cancer qui commence et puis qu'on sait bien que tout ça va mal finir? Bon, je dis, j'ose écrire, mais c'est la vérité. 1989, pour moi, c'est pas la chute du mur, c'est la mort de maman. Voilà. Et donc, quand on fait Votre un mère livre... qui était militante, et vous en parliez dans le 2e tome, qui était fan de fleurs. Fleurs, jardin, potager, surtout philosophe, en prof de philo, bien sûr. toujours avec ses élèves au lycée d'Elbeuf, et puis en même temps adjointe au maire, rocardienne, parce que c'était un peu un peu l'âme rocardienne du courant de Michel Rocard à l'époque. Et une caution, et donc une caution, parce que les rocardiens étaient une caution morale, intellectuelle. Oui, c'est ça, voilà. Elle était comme ça, elle était au planning familial, c'était vraiment la militante, et en même temps avec plein d'enfants, elle avait 5 enfants quand même. Et elle s'en occupait, elle s'occupait de tout le monde, je sais pas comment elle faisait pour dormir, mais bon, elle était comme ça. Mais quand vous voyez, vous l'avez revu, Fabius, par exemple, vous allez le croiser? Parce que quand il va venir vers vous, c'est d'une cruauté, c'est terrible. Écoutez, moi, j'ai jamais de haine, de toute façon, donc j'ai pas écrit ça par ressentiment, j'ai aucune raison de le détester. Je l'ai beaucoup défendu dans l'affaire du sang contaminé, j'ai écrit beaucoup d'articles à l'époque dans le Figaro Magazine, pour le défendre. J'étais à l'époque dans ces journaux, et je l'ai défendu. Après, c'est vrai, c'est la réalité des choses. Je me souviens avoir déjeuné il y a peu de temps, quand il était encore ministre des Affaires étrangères de François Hollande, et c'est l'impression que j'en ai retiré. C'était comme ça. Donc, si vous voulez, quand vous écrivez un livre, moi, je travaille énormément. Je suis presque un besogneux. Mais je fais toujours comme si c'était mon dernier livre, et donc je dis tout. Je dis tout en respectant évidemment certaines règles. C'est pour ça que là, ces lignes que vous avez lues, elles me choquent un peu, je suis un peu gêné, parce que c'est presque un peu intime. Vous voyez, comme si vous dévoiliez des choses que je pensais que je ne voulais pas dire. Mais je les ai quand même écrites. Hein, et c'est ça. Et c'est vrai que le lecteur aime cela, disons-le, parce que tous ceux qui ont lu votre livre, j'ai quelques amis, la première chose qu'ils m'ont dit, tu vas voir le portrait de Fabius. Tu vas voir le portrait de Fabius, c'est ça qu'ils m'ont dit. Et moi-même, quand j'ai eu le livre, je suis allé directement, j'ai voulu voir et lire ce que vous aviez écrit. Bon, vous allez pouvoir être interrogé, pourquoi pas d'ailleurs avec des auditeurs, parce que au fond, tragédie française, si je voulais un sous-titre de votre livre, ce serait
Comment on en est arrivé là? Ouais, c'est incroyable ce que vous dites, parce que cette phrase-là, c'est que j'ai prononcée. C'est l'idée de ce livre, c'est pas moi du tout, c'est Rana Lévy qui me disait, vous devriez écrire l'histoire de la 5e. Moi, je lui dis, ça m'intéresse pas beaucoup. J'ai une malle pleine je tenais mon journal pendant plus de 10 ans. J'ai tenu mon journal. Ça fait des cahiers, des cahiers. Et en plus, comme je gratte beaucoup, vous voyez, les conversations, je note, etc. C'est des cahiers aussi qui sont empilés. Il y a les dates, vous voyez, il y a les jours. Donc, j'ai ce petit côté greffier, et ça m'embêtait d'ouvrir la malle et commencer à rentrer là-dedans. Et je lui disais, oui, je sais pas, oui, mais dis, et puis il faut faire un peu une histoire nouvelle, c'est-à-dire parler de la société, parler des chansons. Moi, c'est vrai que je passe ma vie aussi à chantonner des chansons, comme nous tous, et ces chansons, elles font partie de la vie. Moi, j'écoute beaucoup de classiques, Brahms, Chopin, tout ce que vous voulez, mais c'est vrai que le matin, je sais pas comment vous dire... Vous si aimez la passez variété un Marc populaire, Lavoine, bien mais sûr. oui, mais alors là, mais moi, je craque Alors vous êtes complètement. bienvenue Véronique chez nous. Sanson, Vous êtes bienvenue chez Alain nous. Bachung, tout ça, mais On va c'est marquer une merveilleux, pause. c'est merveilleux. On va marquer une première pause. Je salue notre petite équipe, évidemment Géraldine, que vous Bonjour connaissez, Pascal, Géraldine bonjour. Amont. Bonjour, Fabrice Lafitte, qui est notre réalisateur, mais qui est également le DJ de cette émission, Oui. puisque son Oui. surnom c'est DJ Fab, et régulièrement il nous passe des chansons. Nous, notre playlist s'est arrêtée en 76-77, je vous préviens. Exactement, On se fait il y aura un des petit petites peu loin, surprises. moi, Ah, un petit peu. Et puis... Est-ce que tu m'aimes toujours pour toujours, Marc Lavoine, c'est joli, Ah, ça c'est bien. Est-ce que beau, tu hein. m'as battu? Ah, on pourrait la passer. On va faire votre playlist. DJ Tiens, Fab. eh ben, Ah on va oui. faire votre playlist. Vous Ah avez oui, fait la l'émission nuit, je mens, Barbelivien? La nuit, je mens, oui, c'est- j'adore Barbelivien. Mais vous avez fait son émission? Le Bien dimanche sûr. Vous l'avez Ah oui, faite? Oui, oui, bien sûr. Ah, où vous avez donné les Ouais, j'ai chansons. mis les mots bleus, enfin ce genre de Les mots choses. bleus forts. bien Et sûr. puis, c'est intéressant parce qu'il y a un jeune journaliste qui est avec nous, qui s'appelle Olivier Guénec. Bonjour Nous à l'appelons tous. Monsieur Boubouk. Ah ben on le connaît, bien Bon, sûr. et, Ouais. oui, mais qu'est-ce qu'il a dit, Et Franz-Olivier? attention, il est presque plus connu que vous. Hein, Oui, d'ailleurs. Oh, ça, c'est non, pas- mais ne dites Qu'est-ce pas qu'il a ça. dit, Franz-Olivier? Ça, c'est une leçon pour vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit de... Qu'est-ce qu'il a dit là d'important? Attendez, non Qu'est-ce mais... qu'il a dit, Monsieur Gisbert? Ah là, qui j'étais est en un train de travailler, professeur? mais... Non, mais Il a oui. dit je travaille beaucoup. Ah. Je travaille beaucoup. Ça fait une vraie différence Bon. avec vous, déjà. Oui, je vous remercie. Mais et qu'est-ce qu'il a dit? J'écris mon journal. Est-ce que vous écrivez votre journal? Un journal intime? Non? Ah, Un votre journal tout vous court, oui. racontez ce qui s'est passé dans votre journée. Non, non, eh etc. ben je devrais, Ah oui, oui. c'est important. Vous l'écrivez, vous? Je l'ai non. Non? Je l'écris Oh, je pas. pense que vous savez mentez. que Louis XVI, le 14, paraît-il, le 14 juillet 89, il avait dit rien. Dans son journal intime. Rien. Oui, il avait 14 juillet, rien. Je sais On pas lui si demandera. c'est vrai ou pas. Mais c'est vrai, alors on ne sait jamais si c'est une coquetterie de la part de Franz-Olivier de dire je travaille beaucoup ou pas. Ah non, Ou c'est je suis pas un une besogneux. coquetterie, non, Quand on non, vous lit, c'est pas besogneux. Vous êtes brillant, vous êtes c'est formidable. Je sais. Par exemple, la page que vous publiez, c'est la quantième page qui est écrite. Jean Ormesson disait c'est la 9e, celle qu'il publie, parce qu'il a tellement raturé, tellement tout changé de ça. Vous, c'est d'un jet où vous travaillez beaucoup le texte une fois écrit. Vous nous le direz après la pause. À tout de suite. 11h-13h, vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous écoutez Pascal Pro et vous. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h, vous réagissez au 01 80 20 39 21. Vous pouvez aussi vous poser vos questions à notre invité Franz-Olivier Gisbert qui est là pour nous parler de son livre Histoire intime de la 5e République, tome 3, tragédie française, paru la semaine dernière aux éditions Gallimard. L'incarnation, j'oublie tout et je démarre une autre histoire pour prendre un nouveau départ en laissant faire le hasard. C'est ce que vous écrivez. Oui, mais ce sont les paroles. Et c'est vrai que je trouve notre vie est accompagnée de chansons. Et c'est vrai que dans ce livre, j'ai mis tout ça. Et puis j'ai mis aussi, évidemment, tout ce qui m'est arrivé, toutes les petites histoires de la vie, avec la politique. Tout ça va ensemble. Et si vous voulez, quand je parle de ça avec Rana Lévy, c'est vrai que brusquement, je dis, mais tout ça, oui, mais voilà, mais oui, en fait, tout ça me passionne parce que j'ai envie de savoir comment on est arrivé là. Et au fond, ça pourrait être, cette phrase-là, que vous prononciez tout à l'heure, ça pourrait être le titre de tous ces livres. Comment on en est arrivé là. Parce que, franchement, tomber, souvenez-vous de 58, quand même. La France est au plus bas. On est au bord de la guerre civile. Économiquement, c'est un désastre, des déficits partout. De Gaulle arrive, mais c'est réglé presque en 3 coups de cuillère à peau, en un an, et tout ça repart. Oui, mais personne n'y Avec croit une aujourd'hui. croissance. Oui, mais enfin, Personne attendez. n'y croit aujourd'hui. Après Personne le plan, ne croit. On a le sentiment que justement que c'est pas c'est vrai. fichu. C'est pas vrai. Regardez, il a
tout ressuscité, Je sais. avec une croissance de l'ordre de 5 à 6% dans les années 70. Bon, évidemment, les chocs pétroliers de 1973 et de 1979 ont tout cassé, mais après, comment dire, c'est possible, c'est toujours possible. Et c'est vrai, comment on en est arrivé là, c'est-à-dire cette espèce de délitement général de l'autorité, le je m'en foutisme, et puis la désindustrialisation avec l'idée débile qu'on a entendue développée par des gens de droite comme par des gens de gauche. C'est pas grave, mais non, on n'a pas besoin d'industrie, le tertiaire c'est beaucoup mieux. Ben, ces gens-là, ils n'ont qu'à aller voir ce qui se passe dans les villes moyennes, hein, là où l'usine est vide et où tout est fermé, les commerces, les rues principales sont coupées. C'est ça aussi la France. Et tout ça a été fait par des gens qui souvent étaient pas mal. Et qui connaissaient bien la France. Et c'est ça l'histoire. Véronique, comment on est arrivé là ? Véronique est avec nous parce que l'idée c'est aussi que vous puissiez échanger avec des auditeurs, auditrices. Bonjour Véronique, est-ce que vous êtes fan de Franz Olivier ? Est-ce que vous lisez cette trilogie qui est vraiment extraordinaire, hein ? Je dis parmi tous les livres que j'ai lus cette année, la lecture plaisir, la lecture intelligente, la lecture d'anecdotes, comme je le disais tout à l'heure, de portraits, et puis la vraie histoire aussi, c'est-à-dire que la 5e République, je trouve que c'est brillantissime ce que vous avez fait, Franz Olivier. Bah, merci. Et puis, c'est 3 fois 500 pages, donc ouais. voilà, vous êtes quand même... Avec en plus, vendu avec un coffret maintenant, c'est Gallimard qui a fait ça. Véronique, on va marquer une pause, vous restez avec nous, vous allez pouvoir intervenir tout de suite après la pause et poser une question à Franz Olivier. Gisbert, avec une très belle jaquette, et c'est vrai que les beaux visages de François Mitterrand et de Jacques Chirac qui étaient très beaux. Ouais. Chirac, quand il a 40 ans, il est vraiment... on n'aurait pu jamais ça, enfin, c'est un acteur. Tellement on dirait. C'est Grégory Peck en mieux. Vous voyez. Mais vous savez que vous parlez de Grégory Peck, les gens qui nous écoutent... Ah, c'était le copain de Chirac, c'est pour ça. Oui, mais j'entends bien, mais ils ne savent même plus qui... Par exemple, raison. Monsieur Boubouk, Grégory Peck. Oh non, j'ai pas eu le temps de taper sur Google. J'étais en train. Non, mais c'est fascinant parce qu'en fait, le passé n'existe pas. Grégory Peck, c'était un monstre, les canons de Navarone. Mais je me doute. Pardon, excusez-moi. Et en plus, il était marié à une Française, il était encore présent pour la finale de la Coupe du Monde en 98. Il était à côté de Jacques Chirac. Et grand copain de Chirac. Ouais. Et très beau mec. Très beau mec, mais Chirac était plus beau, je pense. Allez, on revient tout de suite. Vous posez vos questions à François-Olivier Gisbert, notre invité aujourd'hui dans Pascal Pro et vous au 01 80 20 39 21. Il y a la page Facebook qui existe aussi. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et vous. Vous écoutez Pascal Pro de 11h à 13h avec notre invité Franz-Olivier Gisbert, que vous pouvez lui poser vos questions au 01 80 20 39 21 comme Véronique qui est avec nous en ligne. Je vivais à l'écart de la place publique, serein, contemplatif, ténébreux, bucolique. J'ai été tant ému par la disparition le 29 octobre 1981 dans une relative indifférence du héros de mon enfance, Georges Brassens, grand anticonformiste national et auteur-interprète de mon premier disque vinyle, Les Trompettes de la Renommée, sorti en 1962, que nous écoutons à l'instant. Véronique, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour France. Bonjour. Que vous êtes bavard Pascal, mais que c'est intéressant et que j'aime. Je me régale de vous entendre tous les deux depuis tout à l'heure. Vous représentez exactement ce que j'aime, c'est-à-dire l'intelligence. Pratiquez comme moi, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes des gens que vous n'aimez pas, Pascal, on l'entend, vous êtes capable sur des gens que vous n'aimez pas de tirer quand les gens font des choses bien, de dire ah bah oui je l'aime pas mais ça c'est bien, et puis l'inverse également. Et effectivement, France a égratigné Fabius, mais comme il dit, je l'ai défendu au moment du problème du sang contaminé, etc. Et j'aime cette intelligence. Moi je suis pareil, je jette pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a des gens que j'aime pas, mais je suis capable de reconnaître quand ils font quelque chose de bien et de le dire. Et quand vous dites comment on en est arrivé là, alors je réfléchissais pendant que j'étais en train d'attendre et je me disais mais est-ce que c'est parce que tout se dégrade que les politiques se sont également dégradés, ou est-ce que c'est parce que les politiques, ceux qui sont en haut, se dégradent que de ce fait-là, par retombée, tout se dégrade? J'étais en train de m'interroger là-dessus en fait, parce que c'est vrai que on n'a plus l'intelligence
qu'il y avait. Enfin, moi, on parlait de De Gaulle hier. Quand il parlait, on était tous tétanisés, on était tous happés par ce qu'il disait. C'était intelligent. On se rendait compte qu'il aimait la France, qu'il avait envie que la France s'en sorte. Et vous l'avez dit tout à l'heure, en un an, il avait tout réglé. Moi, je suis désolée de le dire, mais aujourd'hui, on n'a que des ventres mous. Aucune décision. Alors, Franz-Olivier va répondre à ça, mais c'est vrai que c'est ce sentiment qu'ont beaucoup de gens de la même génération, on est dans les années 50, 60, que l'âge d'or est terminé, que dans tous les domaines, pas dans tous les domaines d'ailleurs, par exemple, dans le domaine médical, il faut mieux être malade aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Ouais, bon, il faut mieux être une femme aujourd'hui, sans doute, que travailler dans l'univers professionnel qu'en 1974 pour une femme. Le niveau de vie globalement a augmenté, même si, en comparaison, enfin, quand on regarde par rapport aux autres pays, évidemment, on descend. Il y a un sentiment de déclassement. Donc. Mais il y a ce sentiment, effectivement, d'une perte d'identité, une perte de qualité dans tous les domaines. Le prix Goncourt, le cinéma, le niveau des politiques, le niveau des profs, et je pourrais multiplier les exemples. Oui, et pour la responsabilité, si on parle de la responsabilité des politiques, moi je dirais que je répondrais à Véronique, ils sont tous intelligents. Quand on regarde bien, c'est pas vrai, il n'y a pas de con. On n'a pas élu des imbéciles après De Gaulle, Giscard. D'ailleurs, Giscard, il n'est pas tellement dans l'histoire parce que finalement il a bien géré la France. Mais je pense à Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande. Et même aujourd'hui, Macron, qui est peut-être un peu trop narcisse pour avoir une intelligence aussi libre que les autres. Mais je crois que les autres voyaient un peu les choses. Je pense que le vrai problème qu'on a eu, c'est un problème de crise de la volonté politique. C'est-à-dire, il n'y a pas de volonté politique. Il y a une sorte de peur du peuple, du pouvoir, ou de la populace même, où oui, dans ce sens-là, les Français ont une responsabilité. Quand vous pensez à cette grève imbécile de 1995 où la France s'arrête pour défendre les agents roulants de la SNCF qui prennent leur retraite à 50 ans, donc les Français veulent qu'ils continuent à prendre leur retraite à 50 ans, c'est ça l'histoire, puisqu'ils ont repris le travail dès que cette mesure a été retirée. La réforme de la sécurité sociale, elle, c'était un rideau de fumée, elle a continué, elle a été appliquée, mais c'est exactement, c'est ça. Et il y a eu d'autres choses avant, il y a aussi Mitterrand qui a commencé à tout lâcher, quoi. C'est-à-dire qui fait comme s'il y a beaucoup d'argent, c'est là que l'histoire de l'endettement commence, et tout le monde s'y est mis, enfin les uns après les autres. C'était facile, on fait des chèques sur l'avenir, et ça c'est la crise de la volonté politique. Et vous voyez, Véronique, moi ce qui me fascine, parce que je les ai bien connus, j'ai bien connu Margaret Thatcher, enfin bien. Oui, j'ai interviewé, j'ai pu être dans des déjeuners d'État où j'étais assis à côté, où Mitterrand gentiment me plaçait à côté, par exemple. Et je voyais que c'était pas grand-chose. Une femme un peu étriquée, qui a pas grand-chose à raconter. Mais volonté, c'est pour ça qu'on l'appelait la Dame de Fer. Volonté de faire. Elle voulait un truc, fallait que ce soit fait. J'ai bien connu aussi un personnage absolument charmant, Gérard Schroeder, qui était quelqu'un qui avait toujours un petit coup dans le nez, quoi. Il adorait le vin blanc. Je l'imagine un verre à la main, le champagne aussi. Enfin, bon. Et il était un peu euphorique, comme tous les gens qui aiment bien boire. Et enfin, on se disait, il valait pas grand-chose. C'était un social-démocrate. Alors lui, c'était le contraire de Thatcher. C'était quelqu'un de gauche. Bon, à un moment donné, il s'est réveillé en 2004. Je suis d'accord. Et Merkel a vécu sur ces réformes. Elle n'a rien eu à faire. C'est-à-dire, donc, on a besoin, je dirais pas forcément de gens intelligents comme Macron, on a eu. On a besoin de gens qui ont de la volonté. Mais Macron, c'est ce qu'il dit, qu'il a de la volonté. Mais non, c'est les réformes. Mais non, il a pas si vous l'écoutez, il dit qu'il fait des réformes. Mais non, c'est pas il vrai. va vous prendre la réforme de la retraite. Il va dire mais vous avez vu cette réforme, c'est pas une réforme. Je suis d'accord. Déjà, on est dans le rouge. Enfin, c'était ridicule, cette réforme est ridicule. Oui, je sais. Mais il dira le contraire. Il dira qu'il est réformiste. Il continue à emprunter alors qu'on est déjà assez haut et que contrairement à des pays comme l'Italie et le Japon, c'est une dette qu'on doit à des étrangers, c'est-à-dire nos créanciers s'appellent la Chine et le Qatar. Ce sera difficile d'effacer cette dette. Alors que c'est plus facile quand c'est pour les Italiens ou les Japonais, quand c'est le peuple, parce qu'à ce moment-là, un peu d'inflation suffit à rattraper les choses. La pause à 11h28. DJ Fab, on reviendra peut-être avec une petite chanson pour faire plaisir à Franz-Olivier Gisbert. Vous avez envie d'entendre quoi comme... Oh, La Nuit je mens. La Nuit je mens de Bachung. Eh ben écoutez, c'est déjà calé. Ça arrivera juste après la pub. C'est magnifique en plus. C'est une chanson. Véronique Sanson aussi, j'adore. Oui. Ouais.
À tout de l'idée. suite. Franz-Olivier Gisberg est l'invité de Pascal Pro sur Europe 1. Posez-lui vos questions en composant ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. De 11h à 13h sur Europe 1 et nous recevons ce matin Pascal Franz-Olivier Gisberg. Comment il a pu trouver ça, et c'est merveilleux aussi ça. Les mots bleus. C'est pas lui qui a fait les paroles, c'est Jean-Michel Jarre. Et Mais elles sont Petite belles. fille du soleil, c'est Didier Barbelivien qui avait fait les Ah oui, paroles. aussi, Mais il y a une absolument. poésie. Alors, chez Bachung, il y a une sorte de poésie, évidemment, Ah oui. et c'est difficile d'ailleurs d'écrire des chansons pour cela, parce que c'est une technique, forcément, Et puis- une poésie. Mais vous qui écrivez et qui avez tout fait, des livres, des articles, le nombre de pages que vous avez écrites Ah oui, depuis ça, que vous êtes... j'ose pas compter, oui. Puis surtout celles qu'on a achetées, parce que derrière tout ça, je vous disais, il y a aussi du travail, on Mais jette j'en énormément, suis sûr. on Nicolas. écrit, on jette. Nicolas est là parce que l'important c'est effectivement d'échanger avec les auditeurs. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Monsieur Pro, bonjour Monsieur Gisbert. Bonjour. Quel âge vous avez Nicolas? Ouais, je vais avoir 30 ans bientôt. Ah donc c'est un monde que vous n'avez pas connu, le monde de la Ve République depuis son origine. Non, mais après je l'enseigne à mes élèves parce que je suis enseignant d'histoire-géographie et j'ai fait partie aussi des jeunes UMP du temps de Sarkozy, donc j'ai pu côtoyer de près un petit peu cet univers-là. Et est-ce que Et donc- vous avez lu le dernier, Franz-Olivier Gisbert, il est sorti quand d'ailleurs celui-là? La semaine dernière. deux. Donc la Jeudi semaine dernière, dernier. mais vous avez peut-être lu en tout cas les deux premiers, puisque c'est une histoire de la Ve République en 3 volumes. Là, c'est terminé après. Ah, c'est terminé. Bon, le Il y aura coffret. sûrement autre chose après, parce que je vais sûrement continuer à écrire là-dessus, parce qu'on vit des heures historiques, quand même, des heures, enfin des journées, des années historiques. Une question peut-être Nicolas, ou une analyse sur cette période de la Ve République? Oui, moi je suis vraiment ému de pouvoir échanger avec Monsieur Gisbert, que je considère comme un des géants du journalisme politique, et vraiment ses analyses à chaque fois m'intéressent au plus haut point et je les trouve vraiment justes. J'avais une question concernant Monsieur Mitterrand. Moi j'ai énormément de mal à essayer d'avoir une vision claire et à l'enseigner à mes élèves sur ce personnage que je trouve d'une complexité assez extrême entre l'écrivain passionné qui envoie des lettres à Anne Pinjot et le Machiavel politique. Que retenir vraiment de la personnalité de Mitterrand? Je pense qu'il y avait deux Mitterrand. Il y avait le Mitterrand politique. Faut imaginer quelqu'un d'abord d'extrêmement sensible. Le Mitterrand est quelqu'un de très sensible. C'est-à-dire, vous l'égratignez avec une petite phrase, s'il vous aime bien, il en fait toute une histoire. Il en fait un fromage même. Et donc il y a le personnage sensible qui travaille dans un univers très dur et très violent, la politique. Parce que la politique, c'est quoi? On meurt tout le temps. On meurt, on ressuscite, mais on meurt. Et c'est très violent. Moi, je trouve, quand je vois, c'est un métier, c'est pour ça que j'admire les politiques. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui crachent dessus, parce qu'en plus, ils sont mal payés, tout le monde pense qu'ils sont pourris. Enfin, c'est un métier très dur. Et Mitterrand, au fond, était très sensible. Et donc, qu'est-ce qu'il se protégeait? Il était, oui, je dirais, une sorte de crapule et de canaille en politique. Menteur. De temps en temps, il disait les choses. C'est assez beau quand il prend le Parti Socialiste à Guy Mollet, qui n'était plus vraiment le patron en 1971. Avant le célèbre congrès d'Épinay, il invite Mollet à déjeuner et il lui dit, même si c'est pas tout à fait Mollet qui est le patron du parti à l'époque, c'est Savary, mais enfin, il dit à Mollet, bon, maintenant c'est fini, je vais tout prendre. Voilà. Il le prévient, quoi. Il y a ça aussi, c'est-à-dire il y a une forme de... Bon. Mais je dirais presque un petit côté chevaleresque. Mais je dirais l'homme privé, et vous avez raison tout à fait sur la complexité, l'homme privé était craquant. Pourquoi? Parce que culture énorme. Culture, et il partageait. Il aimait partager. C'est-à-dire que c'était pas du pipeau. Il adorait les livres. D'ailleurs, il m'en a fait lire tellement. Il se passionnait. Il se mettait en colère quand vous n'aviez pas aimé le livre qu'il vous avait donné, qui étaient des livres de poche, évidemment, parce qu'il le disait que des livres de poche. Il adorait les livres de poche. Et puis surtout, je l'ai écrit d'ailleurs dans le 3e tome, c'est qu'il parlait comme un écrivain. C'est-à-dire, bon, il me dissuadait. Moi, je voulais être écrivain. Je trouvais ce métier passionnant. Mais il me disait, mais c'est un métier, c'est horrible. On est en robe de chambre toute la journée pour travailler en chaussons, c'est normal. Je dirais pas, il dit presque on sent la pisse. Enfin, quel métier, c'est affreux. Faites jamais c'est ce vrai métier. que la qualité de français Et quand il parlait, voilà. mais quand il parlait, on prenait des notes, ça pouvait servir. Il y avait, voilà, il y avait une culture, quelle intelligence. Alors, il a cassé tout avec le programme économique de 1981, entouré d'une bande de courtisans débiles, et
qui ont vraiment massacré l'économie française. Mais derrière, il y avait quelqu'un d'abord qui aimait la France, qui sentait la France, et qui avait une culture. Donc, vous voyez, vous avez raison quand vous dites, Nicolas, c'est un personnage très complexe. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que moi, il m'a toujours passionné, parce qu'il est complexe. Chirac est passionnant aussi, mais d'une autre façon, parce que Mitterrand est ouvert. Chirac, il est caché, il est masqué. Et notamment dans le 2e tome, il y avait une réhabilitation très importante d'ailleurs de Pierre Mauroy qui m'avait frappé, parce que Mauroy effectivement est oublié aujourd'hui. Et puis de la même manière, vous réhabilitiez fortement Valéry Giscard d'Estaing. Sur François Mitterrand, dans ce livre-là, vous écrivez: il aura été le premier connétable du déclin dans l'ordre chronologique, le père fondateur, sinon spirituel, du système de pensée qui a mené à la catastrophe dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui et que l'on peut résumer ainsi: dépensons et tout ira bien. Macron, Chirac, Balladur, Jospin et les autres sont plus ou moins ses enfants. C'est quand même d'une sévérité très grande. Et vous dites également, le 22 novembre 1994, lors d'une conversation empreinte de mélancolie, Mitterrand tente, comme au début des années 70, de me convaincre de me lancer en politique en me proposant non plus une circonscription dans l'Isère, mais une place de numéro 1 du parti. Le PS est à prendre et vous êtes fait pour ce métier. J'étais convaincu que Mitterrand cherchait à m'embobiner, où en fin de règne, il se sentait seul, abandonné et recherche des soutiens. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'il répond ? Je lui dis, c'est impossible, c'est ridicule. J'ai quand même une grosse partie de mon cerveau qui pense à droite. Et de l'autre côté, en plus, je travaille au Figaro à l'époque. J'étais au Figaro, où je suis bien, quoi. Je suis pas du tout marginal, mais c'est ridicule. Et il me dit, et moi alors ? Et ça, c'était Mitterrand avec l'humour. C'est-à-dire, il avait beaucoup d'humour par rapport à lui-même. Là, c'est 2 mois mais avant ça, on peut dire... Ah non, pas devant... Non, c'est 94, pardon. Oui, il meurt en 96. C'est 1 an et 3 mois avant sa mort. Mais je me suis demandé si c'était pas aussi pour être gentil, quoi. C'était pas, j'ai jamais, en pensant peut-être que ça m'intéresserait ou que ça me plairait, mais enfin, de toute façon, c'est ridicule. En plus, j'étais pas fait pour faire de la politique, parce que je suis quelqu'un qui dit toujours ce qu'il pense. Et en politique, vous savez quoi ? Il ne faut pas dire ce qu'on pense. Oui, et puis vous seriez ennuyé dans les réunions. Comme je répondais, je lui avais répondu une fois, mais moi je serais peut-être élu une fois, mais je ne serais jamais réélu, parce que quand on me dit des conneries, je dis, bah non, attendez, et qu'est-ce que c'est quoi la politique ? C'est écouter des connards, parfois jusqu'à plus d'heures, et en dire oui, c'est très intéressant, La pause. Et en prenant même des notes, en faisant semblant d'être passionné. La pause. Vous écoutez Pascal Pro et vous de 11h à 13h sur Europe 1. Franz-Olivier Gisbert est notre invité. Vous lui posez vos questions, bien sûr, en composant le 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1. Merci de nous rejoindre sur Europe 1 de 11h à 13h. C'est Pascal Pro et vous, Pascal, on est avec votre invité, Franz-Olivier Gisbert, qui a sorti son dernier tome 3, Histoire intime de la 5e République, la semaine dernière, tragédie française, aux éditions Gallimard. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Galinette. Non, c'est reparti. On a réveillé la bête. Non. Émerveillement à l'instant de Franz-Olivier Gisbert quand Olivier Guénec est rentré dans le studio. On peut dire il lui a dit Monsieur Boubouk, c'est vous ? Oui, c'est vous, je vous voyais un peu plus vieux à télé. Voilà, c'est ça. Ah oui, non, moi, heureusement. je pensais qu'il avait 40-50 ans. Ah oui. Oh non, parce qu'il a un sens de la répartie. Le double. Ah oui, non, mais il va vite. Ça me touche, merci beaucoup. Exceptionnel. 40-45 ans. Ça s'appelle des fulgurances. Oui. J'espère que je ne serai plus seul à 40-45 ans, si je peux me permettre. Ah oui, parce qu'il est seul, c'est ça. Mais demain, c'est la journée des célibataires. Je ne sais pas si vous êtes concerné ou pas, mais lui, en revanche, c'est un célibataire. C'est sa fête. C'est tous les jours sa fête. C'est un célibataire parce qu'il a un souci, malgré ce physique quand même avantageux. Merci. Bien sûr. Et puis cette gaieté, cette fantaisie qui est la vôtre, malheureusement, dans le dernier moment, il y a un arrêt sur image. Oui, mais exactement. Montant, ce que vous disiez sur Montant, 80. Un petit point Oui, allez-y. Ah oui. Non mais je vous en prie. allez-y, je vais vite. Henri nous écrit: je n'avais pas prévu d'acheter le livre, mais à l'écouter, je vais le faire, c'est certain. Thibaut également sur notre page. On dirait que Pascal et Franz-Olivier pourraient parler des heures comme ça sans s'arrêter. Et on termine avec Elisabeth. Des hommes comme Franz-Olivier, ce sont des puits de connaissances et je dois dire que c'est très séduisant. Voilà, vous avez une touche avec Elisabeth. Ce qu'on aime, effectivement, c'est les portraits, c'est ce côté Saint-Simon, c'est ce côté Sphègue, parce que c'est de la lecture aussi plaisir, et puis c'est des gens qu'on connaît. En 90, décéda Yves Montand pendant un tournage, immigré italien de Marseille, il incarnait l'esprit français comme personne, roublard, bridé d'amour, le roi de l'œillade. On était très potes, ouais.
Oui. Ouais. C'était le dragueur le plus racé que j'ai rencontré, virtuose de la révérence. Pour avoir pas mal circulé avec lui, je crois qu'il a peuplé la France de beaucoup de petites et petits montants. Je ne savais pas que vous étiez pote à ce point avec lui. Pas très pote, mais c'est vrai qu'on a fait quelques petites virées comme ça ensemble. Et moi, j'étais très étonné par sa vitalité, quoi. Sa vigueur. Et puis, c'est vrai que ces portraits, ils sont formidables. Pierre Bérégovoy, vous dites, il ne savait pas que derrière son dos, tout le monde, y compris peut-être Mitterrand, le surnommait gratte-couille à cause d'une étrange habitude. Glissant régulièrement sa main dans la poche de son pantalon, il remettait à l'intérieur de son caleçon son engin qui avait tendance à se balader. Oh, c'est terrible. Et Non, mais c'est la vérité. Mais oui, je suis d'accord avec vous, mais on l'appelait vraiment gratte-couille. Oui. À l'Élysée, pas à l'extérieur. Oui, à bien l'Élysée, sûr. à l'intérieur, Non, avec évidemment, ses bien collaborateurs, quand il était secrétaire général, et même après, de temps en temps, j'entendais dire... C'est un personnage, c'est terrible d'ailleurs. Un peu fat. Ah oui? Oui. Bérégovoy, oui, très 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 vaniteux. Assez comique même. Oui, ça donnait vraiment une idée de l'infini. Mais ça arrive de temps en temps chez les politiques, chez certains politiques. Oui, mais c'est pas son image. Au contraire, son image, c'est le petit ouvrier qui arrive Premier ministre et qui est lâché par Mitterrand, qui ne l'appelle même plus après les élections législatives de 93. Mitterrand n'avait pas une grande passion pour lui, parce qu'il avait trahi tout le monde. Donc il y avait tout se passé. C'est pour ça que c'est bien d'être... Vous voyez, quand vous êtes dans les coulisses, à l'intérieur, vous connaissez la vérité des gens. Et d'une certaine manière, enfin, on ne connaît jamais tout à fait la vérité des gens. Mais enfin, vous la connaissez mieux que vue de l'extérieur. Et la vérité, c'est par exemple, Mitterrand était toujours un peu gêné. Bon, il avait rejoint Mitterrand, mais il avait quand même trahi Savary, il avait trahi tout le monde, il avait trahi Mauroy, il avait tout ça pour rejoindre à la fin Mitterrand, mais il avait trahi beaucoup de monde. Et puis, en plus, il avait participé vraiment, disons, vraiment en première ligne à toutes les bêtises économiques de 1981. Alors après, si vous voulez, c'était devenu la coqueluche du patronat, la coqueluche des médias, parce qu'il était soudain devenu libéral. En même temps, il a planté la France. Quand vous regardez le bilan économique de Bérégovoy Premier ministre, c'est une catastrophe. Et si vous voulez, moi, c'est une leçon aussi, c'est quand un type est très bien vu par le patronat et par les médias, comme l'a été Bérégovoy, en général, c'est une catastrophe. Et dans les portraits aussi, Jack Lang est un mélange de lion, pieuvre, mille pattes et un chien de chasse, sans oublier le célèbre sparadrap du capitaine Haddock. Impossible de s'en débarrasser. Avec tous ses défauts, il aura été le meilleur ministre de la Culture de la Ve République avec André Malraux. Que me dites-vous, monsieur Olivier Guénec? Oui, monsieur Gisbert, le taxi qui est là. Oui, j'aimerais pas le déranger, mais le taxi l'attend. Le taxi est là. Oui, il l'attend. Oui. Bon, écoutez, lisez ce livre. Mon ami Michel Charras m'appelle un jour de l'Élysée pour m'apprendre que Mitterrand vient de lui demander à mon sujet comment fait-il pour plaire. Vous connaissez son secret? Tu lui diras, répondis-je ou réponds-je, que j'ai toujours suivi le concept de Saint-Augustin. La mesure de l'amour, c'est d'aimer son mesure. Mieux que le pouvoir et l'argent, il n'y a que l'amour pour féconder l'amour. La mesure de l'amour, c'est d'aimer son mesure. Sans mesure et toujours plus. Toujours plus. Oui, ça, je crois que ça a toujours été ma conception de l'amour. Sans mesure. Et j'adore l'amour. Bah oui, mais tout le monde aime l'amour, mais parfois... Oui, mais il ne faut pas être chiche, il ne faut pas compter. Ça veut dire quoi? Il y a de l'avarice en amour. C'est-à-dire on ne se donne pas... Non, c'est pas un problème de générosité. Oui, il faut... S'engager. Il faut être prêt à tout. Moi, chaque fois que je suis tombé amoureux, par exemple, j'ai une espèce de réflexe un peu idiot, d'ailleurs, mais je ne le fais pas. Mais je suis prêt... montrer que je suis prêt à mourir pour elle. Ça m'est toujours arrivé, c'est idiot. Non, mais je pense que les femmes doivent aimer. Je pense que vous avez eu du succès. C'est peut-être juste ça d'ailleurs, mais c'est vrai que quand j'aime, quoi. Attends, il peut attendre 2 minutes quand même. Il y a Véronique Sanson, mais c'est Florian Carassou-Maillan qui est là, ils sont tous avec vos affaires de taxi. On parle d'amour, vous êtes en train de nous parler de taxi. Ça va, Florian. Il peut patienter. Franchement, vous êtes... Mais c'est... un peu, soyez chevaleresque. Ça m'étonne pas que ça marche pas. Non, mais doucement. Soyez troubadour. Mais c'est retiré sur son salaire après. C'est son salaire. Bon, on applaudit. Bravo. Olivier, parce que vraiment, Bravo. Franchement, c'était un plaisir d'être avec vous. On rappelle le nom de l'ouvrage du livre, Histoire intime de la Ve République, le tome 3, Tragédie française. Et vous me disiez, François-Olivier, que le coffret... Il y a un coffret pour Noël hier. Ah oui, pour un beau cadeau. Absolument. Bon, allez, je l'offrirai à mon père. On laisse partir François-Olivier avec la chanson de Véronique Sanson.